S Lyon, Saint-Étienne. Je laisse la parole maintenant à Emmanuelle Picard, historienne à l'ENS de Lyon, spécialiste de l'histoire des universités, qui travaille en collaboration avec les archivistes sur la question des archives du supérieur, avec le DCAS des Archives nationales, avec le réseau Aurore, avec les chargés de mission du ministère, en particulier autour des 40 ans des universités franciliennes. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis très contente de venir rediscuter de nouveau de cette question des archives, enfin, là plus spécifiquement sur la question des archives des chercheurs. J'en profite pour vous signaler justement qu'il y a une table ronde qu'on organise. Il y a un colloque sur l'histoire de l'enseignement supérieur qui a lieu à Lyon 2 à la fin du mois de juin, 27 et 28 juin. Et le 27 juin, on organise une table ronde avec justement tous les niveaux en fait d'archivistique ou d'archives de l'enseignement supérieur, depuis les archives d'établissement jusqu'aux archives nationales. Donc vous êtes les bienvenus. Bien évidemment, ce sera une table ronde plus générale sur la question des différents types d'archives qui sont produits par l'enseignement supérieur dans toutes ses composantes. Donc les archives des chercheurs seront un élément évidemment parmi d'autres qui seront évoqués, mais ça ne sera pas central comme aujourd'hui. Donc merci pour cette invitation qui permet de revenir sur un élément très très spécifique en fait de ces archives très riches de ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, que sont les archives des chercheurs. Et j'aurais envie, alors je ne sais plus comment j'avais appelé ma communication, mais en fait j'aurais envie, en y réfléchissant, de la rebaptiser, plaidoyer pour l'histoire d'une science ordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer en particulier quel est le point de vue de l'historien des disciplines, de l'historien de la profession universitaire, de l'historien de l'enseignement supérieur sur la façon dont ces archives peuvent être utilisées, mobilisées. Donc, quel type d'histoire on fait avec et quel type de problème cela pose. Parce que je pense que c'est un cadre qui permet aussi, dans la discussion entre les archivistes et les chercheurs, de réfléchir en fait à la meilleure stratégie en fait de collecte, puisque malgré tout, les archives, en particulier les archives des chercheurs, sont des archives patrimoniales, mais sont aussi des archives de la science, et donc qui vont permettre de produire encore plus de science. D'une certaine façon, elles ont cette spécificité par rapport à des archives qui seraient les archives de la pratique administrative ou de la politique, qui sont des archives qui ont, comme vous le savez évidemment, de multiples usages, dont des usages d'archives intermédiaires qui peuvent être encore mobilisés dans le cadre de choix politiques ou décisionnels, par exemple au sein des établissements. Les archives des chercheurs, par définition, sont des archives qui vont être utilisées par d'autres chercheurs dans une logique d'activité de recherche. Donc, on est dans un segment très spécifique, très particulier d'archives qui ont en fait une fonctionnalité principale. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les archives des chercheurs, c'est quelque chose qui interroge toujours beaucoup l'historien, c'est que ce sont des archives de la pratique professionnelle. Et c'est ça qui est quelque chose de très important. Et on sait très bien comme historien, et vous savez très bien comme archiviste, que les archives de la pratique sont les archives les plus complexes à retrouver, à reconstituer, à utiliser. En fait, quelles sont les traces que des professionnels, ça pourrait être des médecins, des juristes, des ébénistes, des agriculteurs, laissent, qui permettraient à l'historien de faire l'histoire de cette profession, non pas entendu comme les grands discours ou les projections sur ce qu'elle devrait être, mais comme la réalité concrète de l'activité. De la même façon que vous n'avez pas forcément quelqu'un qui observe un médecin dans son cabinet, et donc on ne peut pas renseigner en fait la pratique de cette relation qu'est la clinique, donc entre le médecin et son patient. Donc on ne sait pas pratiquement faire l'histoire des médecins au 19e, on ne sait pas ce qui se passe dans les cabinets, on ne sait pas comment ils auscultent. D'une certaine façon, on ne sait pas comment un chercheur fait de la recherche, et on sait très modestement comment il fait cours. Et pour avoir travaillé sur l'université au 19e et sur les universitaires, qui est le sujet principal de mes recherches, en fait, on a assez de mal à savoir comment les universitaires font cours. Heureusement, au 19e, les universitaires étaient inspectés par des inspecteurs généraux dédiés qui faisaient des rapports à leur encontre, des rapports en particulier sur leurs mœurs ou leurs leurs convictions politiques et religieuses, mais de temps en temps aussi sur leur enseignement. Et donc, il y avait des descriptions sur le charisme, sur le fait que les étudiants avaient l'air attentifs, sur le fait que la parole était belle et claire, le propos précis. Bon, des choses qui sont assez génériques
et en fait, quand on se penche dessus, qui nous disent très peu de la réalité concrète. Donc, faire l'histoire d'une profession, au sens de l'activité des professionnels, est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Dans la dimension de l'enseignement supérieur, c'est pourtant quelque chose qui nous intéresse particulièrement parce qu'elle permet de dépasser en particulier, elle permet de s'intéresser à la science ordinaire. C'est-à-dire elle permet de dépasser un clivage et une hiérarchisation qui sont très, très souvent mobilisés entre les grandes découvertes, les grands esprits et les autres, les soutiers de la science. Or, les soutiers de la science, on le sait, sont les plus nombreux. Et on sait maintenant quand même depuis un certain nombre d'années que les grandes découvertes ne sont jamais des produits d'un pur individualisme, mais en fait la conjonction du travail de tout un ensemble de personnes, de savants, de techniciens, d'amateurs, enfin bref, voire d'autres types de métiers, et que c'est ça qui fait, qui permet qu'en fait la science, alors là je la réifie, on pourra en discuter, mais on va simplifier les choses, avance. Or, les archives, comme vous l'évoquiez en introduction tout à l'heure, les archives des grands savants ou les grandes archives, les grandes et belles archives des découvertes sont des archives qui sont déjà en fait très prisées, très connues. Elles sont vendues aux enchères. On a donc cet exemple. Et puis, vous le savez aussi, comme archiviste, en fait, les institutions les plus prestigieuses ou les plus haut placées dans la hiérarchie académique ont tendance à avoir des archives de leurs membres. Je pense évidemment aux archives du Collège de France, je pense aux archives aussi très importantes des 5 académies, et en particulier de l'Académie des sciences, qui est assise littéralement sur un fonds extraordinaire. Et je pense que les plus belles choses que j'ai pu lire sur l'activité scientifique, je les ai trouvées dans le fonds de l'Académie des sciences. Bon, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas le droit d'y avoir accès. Il y a un archiviste redoutable qui protège du regard des chercheurs. Je ne sais pas ce qu'il protège, mais le fait est qu'il est parfois très compliqué d'avoir accès à certains dossiers. Bon, donc les archives du prestige de la science, on les connaît. Et c'est pour ça que j'appelais à cette idée que l'important, c'est la science ordinaire. Et c'est vraiment ça qui est au cœur du travail des archivistes, en particulier des archivistes d'établissement, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez récupérer ce qui va permettre de documenter notre activité à ceux d'entre nous qui sont dans la salle. Alors peut-être certains auront des fonds à leur nom au Collège de France plus tard. Je suis à peu près sûre que ça ne m'arrivera pas. Ma trajectoire n'a pas été, voilà, n'ira pas jusque-là. Mais j'aimerais bien peut-être que quelqu'un puisse faire un jour l'histoire de ce que j'ai fait professionnellement et surtout puisse se servir peut-être de mon travail pour comprendre ce qu'était être un universitaire ou être un chercheur au début du XXIe siècle. Parce que là aussi, moi qui suis une historienne de la profession universitaire, j'ai eu énormément de mal à documenter ce que pouvait être l'activité d'un de mes homologues, enfin alors évidemment masculin à l'époque, au milieu du 19e, au milieu du 20e encore largement masculin, surtout en histoire. Bon, et pour le comparer avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des débats très importants sur les transformations du monde académique et de la profession universitaire ces derniers temps, avec des enjeux politiques liés à ça, des discussions sur la nature de l'activité, est-ce qu'on est chercheur, est-ce qu'on est enseignant, est-ce qu'on est administrateur, enfin bref, toutes ces questions. Et pour un historien, c'est très difficile de la documenter dans le passé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à avoir une véritable mesure de ces transformations parce qu'on a peu de moyens nous permettant de documenter précisément l'activité. Voilà, donc je voudrais insister là-dessus et je voudrais essayer de discuter de ce fait 2 choses. Alors, une chose qui est comment est-ce qu'on peut documenter cette activité et quels sont les problèmes que ça pose, et puis revenir aussi sur cette question que vous avez pas mal évoquée dans la communication précédente, qui est la question des données de la recherche et de leur réemploi. Y revenir un peu spécifiquement. Là, ça documente en partie l'activité scientifique, mais pas seulement, mais ça pose des problèmes spécifiques sur lesquels j'aimerais bien revenir, parce que je pense là aussi sont importants à avoir en tête au moment de la collecte de ces données. Alors, faire l'histoire de la recherche ou de la science ordinaire, c'est 2 choses, à mon sens. C'est une chose que je viens de vous décrire, qui est documenter l'activité en général. Alors, documenter l'activité en général, ça veut dire comment on se répartit le temps de travail, est-ce qu'on est monotâche ou multitâche, à quel moment de sa carrière,
quels sont les rythmes de chacune de ces activités, quelle est l'intensité de l'engagement de l'individu dans les différentes tâches, comment est-ce qu'elles s'articulent. Alors, ça peut être aussi des choses très concrètes, hein, c'est aussi les lieux d'exercice, par exemple. Il y a des débats qui sont très intéressants aujourd'hui sur la question de l'interdisciplinarité ou de la monodisciplinarité. Et vous savez que l'interdisciplinarité est extrêmement prisée comme étant un objectif vers lequel nous devons tous tendre. Et il se trouve que les travaux des sociologues des sciences qui tentent de documenter la pratique de l'interdisciplinarité montrent qu'en fait, elle est souvent beaucoup plus efficace dans les lieux où les gens sont regroupés, quelle que soit leur discipline. C'est-à-dire, en fait, ce qui fait l'interdisciplinarité, ce n'est pas tant le volontarisme ou le fait que l'ANR nous promette moult argent si nous faisons des projets interdisciplinaires, que concrètement, le fait d'être dans un même couloir avec des gens qui font d'autres disciplines. Parce qu'en fait, dans un même couloir, il y a une même machine à café, potentiellement ce qu'on appelle une salle de convivialité, une même gestionnaire qui nous gère tous et donc vers lequel nous accourons tous dès qu'il y a le moindre problème, et de façon, j'allais dire, presque insidieuse ou presque contre notre vouloir, en fait, on en vient à discuter et à entendre ce que font les autres et à se rendre compte qu'il y a une véritable cohérence possible ou une véritable rencontre possible. Et très souvent, de cette proximité physique peut émerger un projet, pourquoi pas d'une petite recherche commune, d'un enseignement commun, ou tout au moins des discussions qui vont nourrir sa propre pratique disciplinaire. Donc, je pense des choses qui sont très importantes. Alors, comment est-ce qu'on documente tout ça ? Comment est-ce qu'on documente le fait qu'on va... Alors, je pensais aussi, j'avais un autre exemple tant que j'y étais, parce que pour moi, c'est très pratique. C'est-à-dire que je suis dans un couloir interdisciplinaire, donc je peux confirmer que ça marche. Et dans mon couloir, en plus, est arrivée une équipe que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est l'équipe de TXM, donc une équipe qui fait de la lexicométrie. Et ils sont là, c'est pareil, on partage la même secrétaire, la même machine à café. Et donc, en fait, quand on commence à se dire « Ah, j'ai un corpus, je ne sais pas trop comment je pourrais faire, je n'ai pas forcément d'idées », à ce moment-là, comme à côté de nous, on a un des développeurs de TXM qui, lui, a plein d'idées ou envie de tester de nouvelles choses, eh bien, il va nous le proposer. Donc là aussi, en termes de méthodologie, la proximité physique est bien plus intéressante. Si je devais venir à la MSH dans un endroit où je ne sais pas où sont les gens physiquement, où je devrais solliciter un rendez-vous spécifique, ça serait beaucoup plus compliqué. Et en fait, il y a des chances que je ne le fasse pas. Donc, c'est très important de documenter la question matérielle, de la même façon que c'est très important de documenter les lieux, et les lieux à la fois, je vous le disais, pour la proximité des individus, mais aussi de documenter, par exemple, les déplacements, si c'est possible. Et là, c'est très, très intéressant, surtout sur un site, par exemple, comme Lyon, où on va être en permanence en train d'aller de Lyon 2 à l'ENS, à la MSH, à Lyon 3, à Bron. Enfin, voilà, on va bouger tout le temps et ça va avoir aussi des incidences. Et par exemple, le fait de pouvoir documenter les lieux où sont nos enseignements ou les lieux où sont nos activités de type journée d'études et ce genre de choses permet de montrer aussi les logiques de réseau et de circulation. Alors, ces archives-là, comment est-ce qu'on les récupère ? Je pense que c'est d'abord être attentif au fait de récupérer ce que j'appellerais les archives scientifiques des équipes, et en particulier tout ce qui permet de documenter leur activité. Donc, je ne sais pas comment ça se passe concrètement, mais le fait qu'il y ait des journées d'études, qu'il y ait ce genre de choses permet à des historiens des réseaux, après, de voir comment un laboratoire et un chercheur fonctionnent avec les interfaces auxquelles il est lié. Donc, ça veut dire, par exemple, est-il possible d'archiver les sites web des unités, puisque les sites web des unités contiennent, en fait, des informations extrêmement pratiques. De la même façon, j'allais dire, est-il possible d'archiver, je ne sais pas si vous le faites, les tableaux d'emploi du temps des universités, qui permettent de documenter la partie activité d'enseignement, qui non seulement n'est pas triviale, mais est souvent aussi, malgré tout, en lien avec notre recherche. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir accès à ce type de choses ? Est-ce que c'est possible que vous les récupériez ? J'allais dire, c'est presque des archives plus sûres et plus solides que celles qui consisteraient à dire on rêve d'une chose, c'est de récupérer vos agendas. Moi, je veux bien vous donner mes agendas, mais mes agendas sont assez elliptiques. Donc, vous risquez d'avoir du mal à... C'est-à-dire que mes agendas, sans la documentation qui me renvoie à qui il y avait dans cette journée d'études ou quel était le contexte de la réunion, en fait, est à peu près inutile, si ce n'est pour voir qu'il est chargé, que je fais des choses, mais
Ça, c'est pas très, en soi, c'est pas très intéressant. Et ça permettrait même pas de documenter, je m'en suis rendu compte en vérifiant, le temps passé aux différentes tâches, parce qu'en fait, je ne mets jamais le temps complet, je ne mets que l'heure de début. Il n'y a jamais d'heure de fin. Donc, en fait, personne ne peut savoir si j'ai passé 5 minutes ou 5 heures, en fait, dans le contexte dans lequel je m'inscris. Donc, le fait d'avoir ma présence ici, c'est-à-dire que, par exemple, ici, on sait que à minima, j'étais là ce matin. Voilà. Et donc, ça permet d'inscrire dans la durée. Donc, peut-être réfléchir à ça, c'est-à-dire à toutes ces archives qui sont des archives qui paraissent des archives, en fait, peu intéressantes, peu fructueuses, mais je peux vous le dire, comme historienne de cette profession, fondamentale. Et c'est grâce au fait qu'autrefois, il y avait des almanachs d'université qui recensaient les cours, la totalité de l'offre de cours, que j'ai pu aussi travailler sur l'émergence des disciplines, sur les enjeux de bifurcation des individus changeant justement d'objet ou de discipline, ce que je n'aurais absolument pas pu documenter par ailleurs. Donc, quelque chose de très important. Le deuxième pan de cette description de la science ordinaire, c'est de décrire le processus d'élaboration intellectuelle. Alors, on l'a déjà mentionné ce matin, on en a déjà parlé, et on a déjà en particulier parlé d'un point qui est assez crucial, qui est comment est-ce que les nouvelles pratiques, en particulier avec le numérique, avec nos ordinateurs, modifient considérablement les choses et va sans doute pour vous être rendre les choses encore plus difficiles et nécessiter un travail en amont. Alors, on a toujours, cette question s'est toujours posée et d'une certaine façon, elle a la même nature. Elle est pas, le numérique ne change pas sa nature. Il change un petit peu peut-être les façons de l'appréhender. On fonctionne tous pareil, je pense, depuis la nuit des temps, on va dire. Donc, on va dire la deuxième moitié du 19e. En fait, on écrit, on jette des notes à droite, à gauche, on rassemble de l'information, des notes biographiques, des notes de toutes sortes, de toute nature, des extraits de sources. Enfin, bref, on collecte de l'écrit et ensuite, on va progressivement l'assembler. C'est-à-dire, on va réfléchir dessus et puis on va progressivement l'assembler jusqu'à aboutir à ce qui est très, très bien conservé, qui est l'article ou le livre ou le rapport, enfin, le relevé de chantier de fouille, enfin bref, jusqu'à cet artefact qu'on appelle, je crois, l'output dans les systèmes de quantification de l'activité scientifique, qui est une trace très forte de notre activité scientifique. Vous savez qu'on est évalué dessus, donc c'est en plus assez central. Et c'est très bien conservé. C'est-à-dire que maintenant, ça a toujours été très bien conservé dans les bibliothèques, mais maintenant, on a des bibliothèques numériques, on a des portails numériques. Enfin, il n'y a aucun problème, on peut faire des travaux sans fin sur la bibliométrie et la scientométrie est très, très friande de ce type de choses. Bon, c'est très intéressant, évidemment. C'est-à-dire que ça permet malgré tout de documenter comment la science se fait, puisque dans ces documents, on décrit ce qu'on fait comme activité scientifique, on décrit nos résultats, on s'insère dans un réseau de chercheurs, puisqu'on a un réseau de citation, soit. Mais c'est un produit fini, c'est-à-dire que c'est un produit qui ne dit quand même pas grand-chose de toutes les étapes, ou tout au moins qui ne conserve que les étapes efficaces et effectives. Et donc, ça ne permet pas de documenter toutes nos omissions, tous nos choix, toutes nos bifurcations. Ça ne permet pas de documenter ce qu'on a rejeté, ce qu'on a délaissé. Et donc, ça renforce cette idée qu'on ne voit de la science que ce qui est beau, achevé et parfait, et on ne voit jamais de la science ce qui est le travail routinier et difficile d'une certaine façon. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on trouve trace de toutes ces notes qui ont permis d'arriver à ce produit fini. Alors, vous savez très bien, comme archiviste et comme collègue chercheur, que ces traces ont tendance à disparaître. D'abord parce qu'elles nous envahissent et donc on a tendance à jeter. Enfin, moi, la première, je fais régulièrement des tris dans mes boîtes archives et je balance à la poubelle des kilos, littéralement des kilos de papier sur lequel j'ai écrit des choses dont je me dis, bah, voilà, c'est pas grave, maintenant, l'article est fini, je n'ai plus besoin de toutes ces choses. Et j'allais dire, je fais la même chose sur mon ordinateur. C'est-à-dire que comme je ne veux pas que la machine explose, j'écrase. J'écrase des versions, je jette à la poubelle des dossiers entiers. Vaguement, j'archive sur des disques durs dont je ne sais pas s'ils sont encore lisibles, en me disant peut-être un jour, ou peut-être la science, peut-être les archives, enfin, qu'importe. Mais le fait est que je ne suis pas soigneuse par rapport à ces traces.
Et donc, quelque part, je n'ai pas les moyens, je ne pourrais même pas. Et quand j'y repense, parfois, quand je recherche en me disant, mais il me semble bien que sur telle recherche, j'avais commencé par voir telle piste, il m'arrive de ne pas avoir trace de ce renoncement. Et c'est quand même problématique. Alors, c'est problématique immédiatement, je ne vous cache pas que c'est assez agaçant, parce que ça veut dire que des fois, il faut relire des livres qui, en fait, n'étaient pas bons, parce qu'on n'a pas bien archivé le fait qu'ils n'étaient pas bons, donc c'est assez pénible. Mais surtout, c'est absurde pour celui qui voudrait essayer de comprendre comment j'ai procédé, puisqu'il ne me verrait que dans j'allais dire, que dans mes succès, c'est-à-dire que dans mes choix pertinents. Il ne me verrait pas dans mes échecs. Et ce serait un vrai problème, parce qu'encore une fois, la science ordinaire est quand même faite d'échecs, et même la science extraordinaire. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, il y a vraiment Et là, je pense qu'il faut travailler peut-être avec les chercheurs sur l'idée, et je ne sais pas techniquement comment il faut le faire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut... Parce qu'idéalement, en plus, il faut un support stable, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, c'est quand même le PDF qui reste le support le plus stable actuellement, le moins soumis à différents aléas de lecture dans le futur. Le problème, c'est qu'on ne va pas passer toutes nos notes en PDF, c'est assez long. Donc, on a des documents Word ou est-ce qu'on... Enfin voilà, c'est-à-dire que est-ce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on garde tout et qu'on transforme des choses, qu'on transmette... Quelles seraient les directives que vous pourriez nous donner, voilà, qui nous permettraient d'archiver cette partie de notre activité qui autrement va tendanciellement finir dans les poubelles de nos ordinateurs ou de nos bureaux. Et il faut réussir à convaincre, et ça c'est sans doute la question la plus simple, le chercheur de la nécessité de garder ces traces intermédiaires. Donc ça, je pense qu'il faut en discuter. C'est-à-dire que c'est effectivement sans doute aux historiens des disciplines et aux historiens de la science ou aux sociologues de la science de revenir auprès de leurs collègues là-dessus en disant que c'est vraiment par ces traces de l'ordinaire qu'on fait une vraie histoire de notre profession et de notre activité professionnelle. Donc ça, c'est un point, c'était mon premier point. Deuxième point sur lequel je vais être plus rapide, qui est la question des données de la recherche et de leur réutilisation. Alors, moi, je suis militante depuis très longtemps de cette question de la mise à disposition des données de la recherche. Et on avait, avec ma collègue Claire Lemercier, mais je pense qu'il y a presque 20 ans de ça, on finissait nos thèses, ça faisait pas longtemps, et on avait un projet qui n'a jamais abouti, mais qui était de proposer à tous les docteurs un site sur lequel ils puissent mettre en ligne leurs annexes, et en particulier leurs annexes sous une forme réexploitable par d'autres. Donc, pas des PDF, justement, mais des différents types de données. Moi, j'avais plein de données biographiques, Claire aussi. Enfin, voilà, on s'était dit, c'est un peu idiot que ces données dorment, en fait, dans des manuscrits. À l'époque, en plus, moi, j'ai mis ma thèse en ligne, mais j'étais vraiment parmi les très rares à le faire. Donc, globalement, on n'avait pas du tout cette politique d'accès aux manuscrits qui faisait que les données étaient dans la bibliothèque de soutenance et donc inaccessibles pour la plupart des gens. Et puis, si vous devez ressaisir des données, vous le savez très bien, c'est très long. Donc, en fait, il y avait un enjeu autour de ça. Bon, ça n'a pas abouti. Plein d'autres initiatives ont eu lieu depuis, heureusement, qui font que les données de la recherche sont maintenant un enjeu essentiel et qu'effectivement, quand un programme est financé, il y a une obligation d'avoir ces données de la recherche sécurisées, mises à disposition. Maintenant, ce n'est pas si simple. Alors, ce n'est pas si simple, pourquoi? Parce que réutiliser les données de la recherche d'un autre ou d'une autre, d'autres, c'est une question scientifiquement extrêmement complexe. C'est une question extrêmement complexe parce que, comme vous le savez, les données ne sont pas des choses qui existent naturellement. Ce ne sont pas des choses objectives. Ce sont là aussi des artefacts qui sont fabriqués par les chercheurs en fonction de la question qu'ils se posent, des moyens dont ils disposent et de l'objectif qu'ils veulent remplir. Et donc, c'est une production à donner. C'est une production au même titre qu'est un article ou un autre, ce type d'artefact. Donc, il y a une opération de fabrication. Et la question est la nature de la documentation que l'on va donner de cette fabrication et qui permettra ou non un réemploi des données. Si vous n'avez pas et c'est là où j'attire votre attention parce que ce n'est pas simplement des métadonnées, ce n'est pas simplement un descriptif, c'est qu'en fait, il faudrait que pour chaque jeu de données, une description extrêmement fine soit produite qui documente tous les choix qui ont été faits, à la fois les choix de collecte, mais aussi les choix d'organisation et de présentation des données, afin que le chercheur qui les réemploie
sache très exactement quels sont les biais qui pourraient affecter ces données. Et ce n'est pas du tout une question triviale. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je n'ai pas l'information de cette nature et de cette qualité, je ne réemploierai pas les données. Je ferai une étude de la façon dont ces données ont été construites, je ferai une extrapolation sur, à mon avis, les biais qu'elles contiennent en fonction de ce que j'ai pu voir, mais je ne les réutiliserai pas directement pour mes propres recherches. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous la signale parce qu'elle est excellente. C'est la thèse de Bénédicte Giraud, qui en fait a fait une thèse sur... moi, j'ai appartenu à une époque à un laboratoire qui s'appelait le Service d'Histoire de l'Éducation, qui était rattaché à l'INRP, au sein duquel il y avait un gros programme de collecte d'archives orales, qui en fait était des collectes de témoignages de grands acteurs de l'éducation, donc des recteurs, des présidents d'université, des ministres. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de collectes. C'est un fonds qui est... Non, ça ne répondait pas forcément à mes questions, mais ça, c'était autre chose. Et Bénédicte Giraud, donc, qui est une historienne, alors qui est une historienne médiéviste au départ, je pense que ça l'a aidé aussi beaucoup dans cette attention à la source, a décidé qu'elle allait non seulement se servir de ces données pour réfléchir à la question des réformes et des enjeux de la réforme de l'enseignement dans les 40 dernières années, donc les questions récurrentes, etc., mais aussi qu'elle allait faire le travail de documentation des conditions dans lesquelles avaient été produits ces entretiens. Et dans lequel, voilà. Et donc, elle a fait un travail extrêmement fin, et toute la première partie de sa thèse est là-dessus, dans lequel elle va prendre à la fois l'ensemble du corpus, réfléchir aux caractéristiques et aux biais de l'ensemble du corpus, et ensuite documenter précisément les différents entretiens avec des éléments sur les interactions, typiquement entre l'entretenu et l'entreteneur, voilà, pour essayer de comprendre et de donner en fait le contexte qui permet de réutiliser. Et je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Je pense que sa thèse est en ligne. Donc Bénédicte Giraud s'écrit G-I-R-A-U-L-T. Voilà, et en plus, elle a une introduction méthodologique sur la question du réemploi, de la réutilisation des données de la recherche, qui est aussi, à mon sens, un très très bon. Donc, plein de questions. Voilà, je termine là-dessus pour ma conclusion. Plein de questions, c'est-à-dire que ce sont des données dont moi je rêve de les avoir pour pouvoir continuer ma propre recherche sur l'histoire de ma profession. Ce sont des données qui sont des données intéressantes, je pense, pour toute notre communauté des historiens et des archivistes. Donc, il y a vraiment un enjeu à comprendre la nature et les usages possibles de ces données. Ce qu'il faut avoir en tête, il faut avoir en tête plusieurs choses. Il faut avoir en tête le fait que ce qui est intéressant et ce qui va être intéressant pour l'historien, c'est le fait de collecter des données de plein de natures différentes. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur ces collectes de données qui sont les programmes des journées d'études, les lieux d'exercice, enfin, tous les tableaux d'emploi du temps, enfin, pour vous donner ce type de choses. Donc, il faut se dire que toutes les données de ce type, toutes les archives de ce type permettent de documenter cette activité scientifique de façon très précieuse et que c'est en croisant tout ça et qu'il ne faut surtout pas se focaliser uniquement sur la production intellectuelle qui n'est qu'une petite partie de notre activité et qui ne peut pas être comprise si elle n'est pas documentée dans le temps. Et j'allais dire, faites attention à quelque chose, c'est toutes les informations de nature, de type de date et de temporalité que vous pouvez obtenir sont très importantes parce qu'elles permettent aussi de réfléchir sur la temporalité de l'activité. Donc, il faut éduquer encore les chercheurs à cette idée qu'il faut qu'ils gardent leurs archives. Il faut les accompagner dans toute cette façon de garder les archives. J'allais dire, là aussi, qu'eux vous mettent à disposition les invitations qu'ils ont reçues. C'est-à-dire, par exemple, pour participer à telle et telle journée, les interactions qu'ils ont pu avoir dans ce cadre-là. Donc, comment est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on réfléchit avec les chercheurs à comment on les accompagne dans leur carrière durant? Alors, la question, c'est vous ne pourrez pas le faire pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un tirage au sort à faire? Genre, chaque année, on prend 5 individus et on leur propose, en fait, un accompagnement. On les prend de façon aléatoire. On ne sait pas s'ils iront au Collège de France ou pas. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Puisque justement, c'est ça qui va permettre de comprendre pourquoi certains y arrivent ou pas. Voilà, donc, et ça nous permet aussi de sortir de ces hiérarchies tellement fortes qui sont la grande science et la science ordinaire. Travaillons pour la science ordinaire. Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, parce que pour moi, vous résumez vraiment, surtout dans le deuxième point, la question essentielle concernant la réutilisation des données pour des usages de recherche. Mais il faut aussi dire que les injonctions des financeurs et sous l'égide de l'Union européenne, la Commission européenne, en fait, c'est aussi des réutilisations qui dépassent le cadre scientifique qui sont visés. Mais c'est vrai que ce qui peut motiver les chercheurs et donner du sens à ces opérations, c'est bien la réutilisation en recherche, et la documentation fine est absolument essentielle. Et c'est pour ça, la façon dont je comprends les choses, ou j'essaie de me les expliquer aussi par rapport au plan de gestion de données, c'est que cette documentation fine, elle demande énormément de temps, et à l'échelle d'une carrière ou d'une personne, il est vain d'espérer que tout va être documenté de cette façon-là dans le cadre d'un projet. C'est pour ça que je pense que le plan de gestion de données est vraiment un outil qui permet d'avoir une vue d'ensemble et de faire des choix stratégiques sur ce qu'on va plus documenter, parce qu'on souhaite vraiment des réutilisations scientifiques. Et ça offre aussi très tôt un axe de motivation et permet de les inscrire dans des stratégies de dissémination. Et je pense que c'est ce qui est le plus à l'échelle d'un individu, le plus fort. Et je voudrais dire qu'on voit bien le mouvement, on voit aussi que dans les projets européens, la science ouverte n'est plus seulement dans la note d'impact, mais dans la note d'excellence. Ça montre bien que cette capacité à rendre des données disponibles et réutilisables pour des usages de recherche fait partie, n'est pas un supplément d'âme, c'est vraiment important. Et j'aime bien votre idée sur le tirage au sort, qui rejoint un peu mon idée de choix stratégique fort par rapport à une recherche. Mais en même temps, on va livrer de réflexion. Il y a beaucoup de thèses qui se sont faites sur la perte, et qui continueront de se faire sur la perte. Ce n'est pas forcément un drame de perdre. Et aussi, pour les antiquisants qui sont peut-être ici à la Maison de l'Orient, on peut dire aussi que ce qu'on a conservé sur le très très long terme, c'est ce qui a été réutilisé. Il y a tant d'ouvrages dont on a perdu les manuscrits, perdu les supports, et qu'on ne connaît qu'à partir des citations dans d'autres œuvres. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut donner du sens à ces efforts de documentation clinique pour la réutilisation. De toute façon, moi, je plaide jamais pour l'exhaustivité. C'est-à-dire que je pense que l'exhaustivité est un faux problème, et que de toute façon, on n'a pas la place, on n'a pas les moyens, et que ça ne résout aucune question scientifique. Ce n'est pas parce qu'on a tout qu'on pose mieux les questions et qu'on y répond mieux. Je pense qu'il faut réfléchir. Par contre, sur mon sujet précis, sur lequel il y avait vraiment un déficit d'archives, moi, je travaille sur une institution que certains d'entre vous connaissent bien, qui s'appelle le Conseil national des universités, sur l'histoire de ce... qui n'a aucune archive. Aucune. Alors si, j'ai retrouvé des vagues trucs à la fin du 19e, mais vraiment parce qu'il a fallu que j'aille chercher à droite, à gauche, c'était pas du tout identifié comme étant le producteur. Et je documentais aussi l'activité scientifique du coup des universitaires auxquels je m'intéressais, parce qu'il s'agissait de réfléchir à la question de leur évaluation. Quand est-ce que l'évaluation scientifique apparaît? Ne rien avoir du tout, c'est compliqué. Voilà. Donc autant l'exhaustivité, ça n'a pas de sens, et c'est pas formateur, je veux dire, intellectuellement, autant le vide est parfois aussi très compliqué, et le travail sur uniquement des hypothèses est quand même un travail qui est compliqué. Et d'autre part, pour la réutilisation, là aussi, des données, évidemment qu'on ne va pas tout réutiliser. On produit beaucoup trop de données, et elles ne sont pas toutes en fait intéressantes pour une réutilisation scientifique. Par contre, quitte à le faire, certaines fois, faisons-le bien. Voilà. C'est-à-dire que je préfère qu'il y ait quelques jeux de données qui soient très très finement documentés, plutôt que plein de jeux de données qui soient médiocrement documentés. En fait, ça serait plutôt ça mon choix. Bonjour, donc Guillaume Thuneau, je suis archiviste à Lyon 2. J'aurais une question, mais d'abord une réflexion. Vous parliez de la documentation des données. Je crois que les archivistes sont déjà bien réfléchis à ces sujets-là, et notamment dans l'archivage numérique.
Ils ont produit un grand corpus de normes et réfléchi sur comment bien archiver des données numériques. Et donc, on parle de métadonnées d'un côté. C'est vrai qu'ils ont introduit un autre concept, celui de base de connaissances. En fait, ça va entourer les fichiers converses qu'on veut conserver et qui vise en fait à garantir que dans 10, 40, 50 ans, on soit toujours en capacité de lire techniquement ces fichiers, ainsi que de les comprendre intellectuellement. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu que vous avez, une attitude légitime sur ce sujet de est-ce qu'on sera toujours capable de comprendre techniquement, mais aussi de comprendre, de percevoir intellectuellement ce qui est produit. Et j'aurais par contre une question sur la science ouverte. Est-ce que dans vos pratiques historiennes, vous avez des pratiques qui rejoignent les problématiques de la science ouverte? Est-ce que vous arrivez à intégrer la science ouverte dans vos pratiques? À quel niveau? Au niveau de la production ou de la mise à disposition de mes travaux? Ou de l'usage que je ferais de la science ouverte? J'ai les deux. Enfin, j'utilise des données ou des publications qui viendraient de la science ouverte et j'en dépose moi-même, enfin, j'y participe moi-même. Donc. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est une question d'historienne ou pas, c'est une question d'individu et de rapport à la science ouverte que l'on peut avoir selon sa propre histoire professionnelle, je dirais. Là. Je ne sais pas si... Voilà, je ne peux pas vous répondre tellement au-delà de... Oui, moi, individuellement, depuis très longtemps.